L'homme le plus recherché de France n'est ni un mafieux, ni un bandit de grand chemin. C'est un père de famille qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Xavier Dupont de Ligonnès s'est évaporé il y a plus de 9 ans. Et depuis, la police le traque sans résultat. Ce commercial nantais est accusé d'avoir tué sa femme Agnès et leurs 4 enfants, en ne laissant rien au hasard. La préparation a été si méthodique qu'on ne retrouvera aucune trace de sang dans la maison. Et puis le père de famille s'est enfui. Des centaines de personnes ont cru l'apercevoir dans le monde. En octobre dernier, il a été signalé en Écosse. Mais encore une fois, ce n'était pas lui. Ses proches pensent qu'il est toujours en vie, en cavale. La dernière fois qu'il a été vu de manière certaine, c'est ici, près du rocher de Roquebrune sur Argence, dans le Var. Bien des fois, les chasseurs de sangliers de Roquebrune, lors de leur battue, ont essayé d'apercevoir le père de famille dans la forêt qui entoure le rocher. Maintenant, depuis le temps, s'il est mort, ce serait difficile de le retrouver parce qu'il n'y a plus aucune odeur, il n'y a plus rien. Mais on aurait dû le retrouver. La forêt est tellement chassée, des promeneurs, des chercheurs de champignons, tout ça, que s'il était mort dans la forêt, on l'aurait trouvé. Et les promeneurs et chasseurs ne sont pas les seuls à l'avoir cherché. Dans les mois qui ont suivi la disparition du père de famille, tous les moyens ont été mis en œuvre pour ratisser la zone. Pensant qu'il s'était peut-être caché ou suicidé, chaque crevasse a été fouillée. Mais pour les chasseurs de sangliers, le fugitif a voulu mettre les enquêteurs sur une fausse piste. Pendant qu'il se concentrait ici, il gagnait du temps pour sa cavale. Non, attends, je viens de lâcher. Attends, j'attendais. Et vraiment, il y a longtemps qu'il est bien loin. Parce qu'il était là, on l'aurait ou vu ou entendu, ou on aurait retrouvé quelque chose, quoi. Mais là, à mon avis, perdu, corps et âme. Comment Xavier Dupont de Ligonnès aurait-il pu fuir depuis le rocher de Roquebrune? Par la mer, qui n'est qu'à 20 km? Ou par l'autoroute qui part en Italie? Était-ce une base arrière idéale pour semer les enquêteurs? Michel, le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès, en est convaincu. Pour la première fois, il revient sur cette histoire tragique. Son geste a été en dehors de l'horreur du geste. Ça a laissé des traces pour beaucoup de monde autour et qui sont très difficiles à effacer après derrière, en fait. Vous pensez qu'il est toujours en vie aujourd'hui? Personnellement, je pense qu'il est vivant. La probabilité qu'il le soit est pour moi assez grande. Pourquoi vous pensez qu'il est vivant? Parce que sinon il se serait, à mon avis, suicidé avec sa famille. Il n'y avait aucun intérêt de planifier tout ce scénario et puis pour aller se tuer quelque part dans le Var ou ailleurs. Michel a longtemps hésité avant de ressortir les vieux souvenirs, ceux d'une époque bénie où tout leur souriait.
c'est le carton des photos des États-Unis avec Xavier. Que j'ai pas ouvert depuis un moment. À 28 ans, ils ont tenté pendant 1 an le rêve américain. On a taillé la route, on a fait 48 États quasiment sur les 52. Donc on avançait au gré du vent, quoi. Ils achetaient de vieilles voitures qu'ils revendaient en France. On était souvent tous les deux, avec Xavier. Matin au soir, on dormait des fois dans la voiture, on était ensemble. Les chambres, on n'en prenait pas deux, on n'en prenait qu'une. Voilà, quoi. Brother. Voilà, on était brother, exactement. Pour lui, son ami a les qualités nécessaires à une longue cavale. Je pense que quelqu'un qui est discret, qui est charismatique, qui peut un petit peu se changer d'apparence, qui est gentil, qui parle plusieurs langues couramment, sans accent, mais en anglais, oui, il pouvait passer par un Américain sans aucun problème. Et encore aujourd'hui, j'imagine que de toute façon, c'est ce qu'il a fait. Il a dû partir quelque part où il parle une langue qu'on ne retrouve pas. Il n'est pas resté en France, ça m'étonnerait. Dans ses cartons ou dans sa mémoire, il n'y a que des images heureuses. Ils avaient une harmonie, ils se faisaient des câlins, ils s'embrassaient, ils se parlaient gentiment. En fait, c'était un homme qui était très attentionné, très proche de ses enfants, et vraiment très proche. C'était une famille heureuse. Pour moi, c'est un trou béant. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui a pu réellement faire passer entre penser quelque chose. Des fois, on peut se fâcher avec quelqu'un, dire « je vais te tuer, toi tu m'agaces », etc. Mais et puis passer à l'acte, c'est autre chose. Mais ça, c'est pas un coup de colère. C'est du prémédité, organisé, orchestré. Michel n'aura hélas jamais les réponses qu'il espérait. Il est décédé peu après notre entretien. Mais que s'est-il passé le dimanche 3 avril 2011 ? Xavier Dupont de Ligonnès emmène sa famille dîner au restaurant. Il paraît souriant et détendu. Est-ce à ce moment-là que le père de famille glisse des comprimés dans leur verre ? Ce qui est sûr, c'est que ses enfants ont été drogués. De retour chez eux, ils sont tués à coups de carabine. Puis emmaillotés, recouverts de chaux pour étouffer les odeurs, et cachés dans une fosse creusée sous la terrasse. Pour justifier la disparition soudaine de sa famille, il explique dans une lettre à ses proches qu'ils viennent de déménager aux États-Unis. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA. Et puis il part. Cette journaliste spécialisée dans les faits divers a couvert l'affaire pour son journal. Pendant des mois, elle a tenté de percer l'énigme de ce père de famille devenu un fugitif. Et pour elle, quelque chose cloche. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il prend un soin infini à tout faire pour retarder le début de l'enquête. Cependant, il prend son temps pendant la cavale, il peut pas ignorer que de payer par carte bleue, ça laisse des traces. Il est souriant, il est détendu, il s'offre du bon vin, il va au restaurant, il se permet de dragouiller une femme qui est la gérante d'un établissement dans lequel il va dormir. Enfin, ça paraît complètement décalé. Pendant 6 jours, il laisse des traces partout. Le fugitif paye avec sa carte bancaire et continue d'utiliser son téléphone portable. Il prétend s'appeler Monsieur Dupont ou Monsieur Ligone.
Le 14 avril, il arrive dans cet hôtel bon marché de Roquebrune-sur-Argence. Le lendemain, il s'absente toute la matinée. Puis il repasse à l'hôtel avant de disparaître définitivement. Sa voiture, une C5, sera retrouvée dans le parking. 6 jours plus tard, à Nantes, ce sont les corps de la famille qui sont découverts. Dans un courrier, le père de famille avait précisé qu'il était inutile de fouiller sous la terrasse. Mais les enquêteurs ont creusé. La famille a été décimée, même les 2 chiens. Les policiers partent sur la piste du seul survivant. Son histoire, celle d'un enfant au rêve trop grand, commence à Versailles. Xavier Dupont de Ligonnès descend d'une lignée de chevaliers et d'hommes d'église. Il est né en 1961 d'un père aristocrate et de Geneviève, une femme très pieuse. Son père, souvent absent, finit par abandonner le foyer. Il est le petit roi entre sa mère et ses sœurs. Bruno de Stabenrath vivait à 2 pas de l'appartement de la famille. Il attendait son copain Xavier le matin. On prenait la rue Angivilliers et hop, on traçait jusqu'à l'école. Soit à pied, soit en moto. Ils ne se sont jamais perdus de vue et se sont rapprochés lorsque Bruno a eu son accident de moto. Voilà. C'est là l'appartement de Xavier. Les 4 fenêtres. À l'époque, tous deux aristos un peu rebelles, Xavier et Bruno plaisaient aux filles. On allait à la messe la plus cool, comme on se couchait à pas d'heure. Ça nous permettait d'aller à l'église un peu tard, de faire la grasse matinée. Et puis surtout, il y avait les plus jolies filles de Versailles qui venaient là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Xavier, lui, il allait à la messe avec sa mère, enfin assez tôt, quoi. Sa mère anime un groupe de prière suspecté de dérive sectaire. Elle affirme recevoir des messages du Christ. Entre cette femme dévote et un père épris de liberté, Xavier est écartelé. Après une enfance très pieuse, il lâche les bancs de l'église pour le cuir d'une voiture ancienne, une Triomphe, cadeau de son père pour ses 18 ans. Il rêve de faire fortune aux États-Unis. Son ami Bruno partage alors sa soif d'aventure. C'est que des bons souvenirs, vraiment, parce qu'on était à l'aube de notre âge adulte, qu'on avait le monde devant nous, on savait qu'on ferait pas Centrale, on ferait pas Saint-Cyr, on ferait pas le séminaire, on avait envie d'autre chose, donc finalement, ce monde-là, ce monde versaillais, on le trouvait un peu étriqué. J'ai 2 Xavier qui cohabitent dans mon souvenir. Le Xavier que j'aimais beaucoup, qui était mon pote, et puis l'assassin, quoi. Enfin, le présumé assassin, quoi. C'est terrible. Comment on peut voler un avenir à ses propres enfants? Incompréhensible, quoi. Ils aimaient venir ici, dans le parc du château de Versailles. Bruno est lui aussi persuadé que son ami est encore en vie et qu'il finira par réapparaître. Je me dis toujours, si un jour Xavier revient, est-ce qu'il reviendra ici? Tout l'accuse à 99%, mais ce 1% de présomption d'innocence, il est important parce que pour moi, c'est ce lien que j'ai
avec notre amitié. Je comprends pas comment il fait pour se raser tous les jours, prendre son café. Parce qu'il les aimait, ses enfants. C'est ça qui est terrible. Il aimait ses enfants, mais aussi sa femme, Agnès. Il est tombé amoureux de cette jeune femme de bonne famille, croyante et pleine de vie à 20 ans. Il l'a quittée, puis retrouvée à 29 ans. Le temps de leur séparation, Agnès a eu un enfant. Puis leur histoire d'amour a repris sur les chapeaux de roue. Draguignan, Lorgues, Sainte-Maxime, Pornic. Le couple déménage au gré des postes de commercial du père. Et ils fondent une jolie famille. Xavier adopte Arthur, le fils d'Agnès. Puis le couple donne naissance à Thomas en 1992, Anne en 1994 et enfin Benoît. Moi, je voyais la carte postale. Je voyais la jolie famille, telle qu'on voit dans les photos, ils vont à des mariages. Parce que Xavier, c'était ça aussi. Il était fier de sa famille. Voilà, il a construit ça, mais est-ce que ça lui correspondait vraiment? Est-ce qu'il était fait pour cette vie-là? Peu à peu, Xavier Dupont de Ligonnès enterre ses rêves de fortune à l'américaine. Les sociétés qu'il crée ne rapportent quasiment rien. Dans ses notes retrouvées chez lui, il calcule le coût de chacun de ses enfants sur 12 à 15 ans. Et le coût des parents, 221 650 €. Alors qu'il peine à se verser un salaire. En fait, il était pris à la gorge par ça, il était pris à la gorge par le système. Les factures qui arrivaient, les enfants, et puis ce qu'on dit dans le milieu, petits-enfants, petites dépenses, grands-enfants, grandes dépenses. Et que là, il voyait les factures arriver, il payait plus le loyer, il payait plus rien, il y avait l'URSSAF. Et puis je pense qu'il s'est mis dans son piège tout seul. Je pense qu'il avait des rêves un peu trop grands. C'est-à-dire, il était, par exemple, follement épris d'Amérique. Il avait des milliers de CD, il adorait la country, il rêvait de rouler en Pontiac. Sauf que la réalité, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès, il roulait en C5. Il débordait de projets, hein, soit dit en passant, on peut le lui accorder. Le fait est que tous se sont cassés la figure. Il est sur les routes 5 jours par semaine pour tenter de trouver des clients. Et est obligé d'emprunter de l'argent à son entourage. Pour faire vivre sa famille, il dépense l'héritage familial de sa femme Agnès, qui travaille comme assistante de vie scolaire. Si le couple sauve les apparences, la pression financière les ronge. À Nantes, la maison du bonheur devient une charge de plus à payer chaque mois. La couturière qui travaillait en face a été témoin de ces difficultés. C'est une des premières à avoir alerté la police lorsque la famille a disparu. La maison était toute fermée, les volets étaient fermés. C'était la première fois depuis qu'ils étaient là, je voyais cette maison fermée. Puis il restait des voitures. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Ces dernières années, au fil des retouches, elle s'est liée d'amitié avec Agnès, qui lui a fait des confidences. Une fois, elle était venue m'apporter des retouches. Elle m'avait donné son nom, mais pas redonné le même nom que d'habitude. Elle m'avait donné son nom de jeune fille. Et puis elle m'avait dit qu'ils s'étaient séparés. Et puis j'ai dit, bon, j'étais désolée pour elle, quoi. Et puis le couple se réconcilie. Mais Agnès lui avoue ne plus avoir les moyens de lui donner du linge. Elle me dit que financièrement, c'est difficile. Voilà. Mais moi, j'aurais jamais pensé que financièrement, c'était difficile à ce point. Estelle s'est remémoré leur courte conversation. Fallait-il y voir les signes avant-coureurs de la tragédie ?
Elle était sombre quand elle était toute seule, quand je la voyais promener ses chiens ou même marcher toute seule. Et dès qu'elle avait un enfant avec elle, un de ses enfants, elle était toujours plus épanouie, plus souriante et tout. Mais elle était une super belle femme. Hein. Et son mari, quelle impression il vous faisait, lui? Plus froid. Puis sa façon de parler, il était peut-être fier, quoi. Enfin, j'étais pas à l'aise. La froideur de son mari, Agnès l'a déplorée sur des forums. Les derniers mois, elle déversait son mal-être sur la toile, derrière des pseudonymes. Il est rigide. Je manque d'amour et de tendresse. Et ces affaires qui ne marchent jamais. Je ne vois pas d'issue à notre mariage. Je commence à me dire que je me suis mariée avec un raté. Le couple est dans l'impasse. Et elle le trompe. L'impression que c'est deux solitudes désespérées qui n'arrivent plus à communiquer. Puis Xavier qui découvre que Agnès est une femme, qu'elle a des désirs, qu'elle est malheureuse. Donc là, il tombe de haut. Et puis il y a de l'autre côté la foi familiale, ce qu'on a inculqué, et tout ça s'écroule. Donc finalement, il se regarde dans la glace, il dit « mais c'est quoi ma vie ?» Le masque de la famille parfaite est sur le point de tomber. Et Xavier, qui cache tout à ses proches, craque dans un mail, quelques mois avant la tragédie. Un texte alarmiste qu'il envoie à 2 amis, dont Michel. Ma situation est plus que précaire. Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions. Me foutre en l'air ou foutre le feu à la baraque, quand tout le monde dort. Un suicide seul ou un suicide collectif. Mais ne vous affolez pas. Xavier est un garçon équilibré, on se connaît depuis des années, il aime sa famille, c'est son élucubration. Mais il l'a dit lui-même, je m'en souviens. Mais il m'a dit c'est une élucubration. En fait, on ne pouvait pas le croire, c'est pas possible, ça rentrait pas dans le contexte. Ça rentrait pas dans les cases à l'époque, avant ce qui s'est passé. Probablement que ça, c'était les prémices. Dans sa tête. Dans sa tête. Mais en ce qui nous concerne, nous, les proches, ça n'a jamais été une alerte. Qu'est-ce qu'il avait comme option? Si c'est pas lui qui quittait sa famille, c'est elle qui devait le quitter. Et de quelle manière? Et il a mis comme un problème mathématique toutes ses options et comment il allait prendre la fuite. Un huissier devait passer dans la semaine pour recouvrer une créance de 20 000 €. Aurait-il décidé de faire table rase et de se libérer du joug familial? Estelle, la voisine, est la dernière personne à l'avoir vu devant chez lui, juste avant qu'il ne s'enfuit. Il était décontracté, il était libre. C'était une des premières fois que je le voyais en jean. Avant, je le voyais toujours en costume. Et là, il était en jean, il était tout à fait... Enfin, il était normal. Ses enfants sont partis avec l'image du père aimant. Parce que vous pensez qu'il est encore en vie, c'est ça? Oui. Ah bah oui, je suis persuadée. Qu'a-t-il préparé pour la suite? Est-il parti seul? Voici les dernières images du fugitif. Un retrait de 30 € à Roquebrune-sur-Argence. La caméra de vidéosurveillance de l'hôtel le montre serein, lançant un tout dernier regard qui interroge les enquêteurs. Il a tourné la tête vers la caméra. Ça, c'est pas anodin. Ça, c'est du Xavier tout craché. C'est au revoir. C'est fini, vous ne le verrez plus. Les caméras l'ont filmé avec un grand sac. Pourquoi partir avec seulement ce sac? Était-ce pour se suicider ou pour brouiller les pistes? Et surtout, que contenait ce sac? L'arme du crime n'a jamais été retrouvée.
A-t-il pris la carabine avec lui? Elle est en tout cas l'une des clés de l'énigme.